Top. J'aimerais vous parler un petit peu aujourd'hui, Bezrat Hashem, de la paracha de Korach. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui, vous allez voir, qui sera de nature à beaucoup vous aider dans toutes vos relations humaines, en particulier dans votre relation avec vos maris, Bezrat Hashem. Alors écoutez bien, au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, en paracha de Bereshit, la Torah décrit exactement ce qui s'est passé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et la Torah, à chaque fois, elle nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a contemplé le monde et qu'il était content. Vayar Elokim ki tov. Il y a écrit, par exemple, le vendredi, Veine tov meod, que le monde est très bien. Évidemment, le monde à l'époque de Adam Arishon, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas le même monde que le monde de Adam Acharon. Et quand Akadosh Baruch Hu a vu ce monde-là, eh ben, il était bien content. Il y a un jour, au sujet duquel il n'est pas écrit Kitov, que ce jour-là était bien. C'était quoi ce jour? C'était le lundi. Le lundi, il n'y a pas écrit que ce jour-là est bon. Pourquoi? Dis Rachamim, parce que ce jour-là, il y a eu une marloquette. Quelle marloquette? Akadosh Baruch Hu, il a dû séparer l'eau, qui est une partie qui monte vers le haut, une partie qui reste en bas. Dit le Midrash, lorsqu'il y a une séparation, une division, il ne peut pas être écrit Tov. Toute division, même si elle est bonne, mais elle ne peut pas être complètement bonne. Et le Midrash de conclure et de dire Im machloket, shei letikuno shel olam, veleishuvo, en ba kitov. Cette machloket-là, cette division-là, c'était une division positive. C'est grâce à cette division que le monde a pu être créé. Si déjà, lorsqu'on parle d'une division positive, et bien malgré tout, on nous dit on ne peut pas écrire que c'est bon, parce que ça ne peut pas être complètement bon. Machloket, shei, l'irvuvo shel olam, alachat kama vechama. Quand on fait une machloket qui n'est pas pour la création du monde, qui n'est pas pour le maintien du monde, mais au contraire, pour mettre du balagan dans le monde, et bien n'est-ce pas a fortiori qu'on ne peut pas dire que c'est bon, qu'on ne peut pas dire que c'est positif. Il y a certains darshanim, certains conférenciers qui disent, on sait que lorsque Yaakov Avinu a voulu dormir, eh ben, il y a plusieurs pierres qui se sont mises autour de lui. Et toutes les pierres, elles se sont disputées. Chacune a dit, c'est sur moi que le tzaddik mettra sa tête. L'autre disait, c'est sur moi que le tzaddik posera sa tête. Et puis elles ont commencé à se disputer. Akadosh Baruch Hu a vu qu'elles se sont disputées, j'allais dire Eshem Shamaim, qu'est-ce qu'il a fait? Miracle. Toutes les petites pierres se sont transformées en une grande pierre. Comme ça, il n'y avait pas de jalouse. Les conférenciers, ils demandent, ils disent, mais si déjà il y a eu un miracle, il n'aurait pas pu y avoir un bon miracle? Que tous ces petits cailloux, là, ils se transforment en un coussin bien douillet, bien agréable? Disent les conférenciers, non. D'une marloquette, rien de bien ne peut sortir. Alors il y aura un caillou, au lieu que ce soit un caillou, c'est une pierre, une grosse pierre. Mais quelque chose de bien, de parfait, c'est impossible. Un jour, le Chafetz Chaim s'est exprimé en ces termes et il a dit, je vous lis dans les mots, il a dit, Klalo shel davar, en ra ba'olam ke marloquette. Il n'y a rien de plus mauvais dans le monde que la marloquette, que la division, que la dispute, etc. J'y arrive. On voit de là, a priori, que la thèse de la Torah, la propagande de la Torah, c'est de dire la marloquette, c'est pas bien, la marloquette, c'est dangereux, il faut à tout prix éviter la marloquette. Combien on va être étonné lorsqu'on va étudier une Mishnah dans Pirkei Avot qui va nous dire Kol marloquette shei leshem shamaim sofa leitkayem. Toute marloquette qui est faite en l'honneur de Akadosh Baruch Hu, leshem shamaim, en l'honneur du ciel, littéralement, et bien cette marloquette-là, elle se maintiendra. Vesheina leshem shamaim en sofa leitkayem. Et une marloquette qui n'est pas faite leshem shamaim, et bien elle ne pourra pas se maintenir. Continue la Mishnah et dit Ezoui marloquette shei leshem shamaim, zo marloquette hilel veshamayim. C'est quoi l'exemple même, l'exemple le meilleur de la marloquette qui a été faite leshem shamaim? C'est la marloquette Hillel et Shammai. Ve'she'ena leshem shamaim. Et c'est quoi une marloquette qui n'est pas leshem shamaim? Zu marloquette Korach ve'kol adato. C'est la marloquette menée par Korach et pour toute son assemblée. Korach et toute son assemblée, ils voulaient être les chefs, ils voulaient être les meilleurs, ils voulaient être les plus grands, ils étaient jaloux de Moshe Rabbeinu et donc ils ont décidé de faire une marloquette qui n'est pas leshem shamaim. On voit déjà de là une chose intéressante. C'est que de croire que la marloquette en soi c'est mauvais, c'est faux. Il y a des marloquettes qui peuvent être bonnes.
qui peuvent être mitkaimot, ça veut dire qu'ils peuvent se pérenniser, se maintenir. Il faut comprendre exactement tout d'abord, vous êtes d'accord qu'il y a un terme ici qui est un peu bizarre. On a été tellement habitué à ce terme qu'on ne s'aperçoit plus du fait qu'il est bizarre. C'est quoi Eshem Shamaim? Une marloquette qui est faite pour le ciel. C'est quoi pour le ciel? En l'honneur de Dieu. Mais pourquoi on mentionne le ciel? Vient le Kli Yakar et il pose une question intéressante. Il dit, lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le ciel, il y a écrit Rakia. Rakia, c'est le ciel. Alors pourquoi, quand on nous parle du ciel, on dit Shamaim? Pourquoi on ne dit pas Rakia? Le terme employé, c'est Rakia. On devrait mentionner le terme Rakia à chaque fois. Dit le Kli Yakar, non. Rakia, ça nous rappelle la marloquette. Rakia, ça nous rappelle lorsque Kadosh Baruch Hu a pris l'eau du bas, l'eau du haut, qu'il a fait cette division. Rakia, c'est un traumatisme. On préfère Shamaim. C'est quoi Shamaim, dit le Kli Yakar? Shamaim, c'est Esh et Maïm. Le mot Shamaim, il comporte l'élément qui est le feu, le Esh, et l'élément qui est l'eau. On dit que le ciel, c'est le feu et l'eau qui ont fait la paix. Ces deux ennemis jurés, là, qui sont le feu et l'eau, ils ont fait la paix pour qu'il puisse y avoir le ciel. Donc quand on parle d'une marloquette qui est les Shem Shamaim, qui procède un petit peu du phénomène qui est le ciel, ça veut dire une marloquette qui est faite dans le but d'accéder au shalom. Le feu et l'eau ont fait le shalom. Le ciel, c'est la symbolique du shalom qui a été fait. C'est la symbolique de la marloquette qui a été refusée et du shalom qui s'est instauré. Donc, une marloquette qui est les Shem Shamaim, c'est une marloquette qui est faite pour accéder au shalom et c'est une marloquette qui n'entravera pas la possibilité d'accéder au shalom. Une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, c'est l'inverse. Qu'est-ce que le shalom? Peut-être je vous ai un jour raconté cette histoire-là d'un monsieur, un monsieur ashkénaze, qui s'appelait monsieur Katman. Ce monsieur, il travaillait au sentier, ou au sentier comme vous dites, et puis, je ne vous refatiguerai pas jusqu'à la fin du cours, et ce monsieur-là, il avait du mal. Non, on va ah ouais, il marche bien. Vous sentez pas le... Non. Baruch Hashem. Vous voulez que je vous en offre un? Vous m'offrez le masgan, je vous offre un ventilateur. Alors regardez, ce monsieur-là, il travaillait au sentier. Et puis le pauvre malheureux, il voyait que ça ne réussissait pas du tout. À chaque fois, il avait des nouveaux clients, et puis au bout de 2-3 jours, il le laissait tomber et tout. Un jour, il a fait son cheshbon hanefesh. Il s'est dit, pourquoi Hachem, il ne me donne pas de réussite dans mes affaires? Et il s'est dit, peut-être, avec le taux d'antisémitisme qu'il y a dans le monde, avec l'antisémitisme qu'il y a, on voit que je suis juif, les gens ils savent que je suis juif, et bien c'est sûr que je ne peux pas réussir comme ça. Bon, il se dit alors qu'est-ce que je peux faire? Si je mets une casquette, les gens ils savent très bien qu'il n'y a que les juifs qui mettent des casquettes, donc c'est vraiment le moyen le plus sûr que les gens ils savent que je suis juif. Qu'est-ce que je vais faire? Il commence à réfléchir, il dit Kaniré c'est mon nom. Mon nom trop ashkénaze, machin, ça marche pas, ça fait pas l'affaire, ça fait juif. Alors il s'est dit bon mais c'est pas grave, alors je vais franciser mon nom, quelque chose qui ressemble un petit peu. C'est comment je m'appelle Katman. Kat, c'est quoi? Kat, c'est un chat. Man, c'est un homme. Il dit, j'ai une idée. Je vais m'appeler Monsieur Shalom. Comme ça, personne ne saura que je suis juif. Depuis ce jour-là, c'était encore pire. D'accord? C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est pas simplement Katman. Mais le shalom, c'est réussir à prendre des personnes qui sont différentes, des intérêts qui sont différents, réussir à échanger, réussir à opposer l'un avec l'autre dans le but d'arriver à un compromis et dans le but de pouvoir accéder à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir. C'est quoi une marloquette qui est les Shem Shamaim? C'est quoi une marloquette qui va pouvoir conduire au Shalom? Mais tout d'abord, j'aimerais vous poser une série de questions. On nous dit dans la Mishnah de Pirkei Avot que toute marloquette qui est les Shem Shamaim, sofa leitkayem, finalement elle va se maintenir. C'est bizarre. Si vraiment la marloquette est les Shem Shamaim, on devrait rêver qu'elle ne se maintienne pas. On n'est pas intéressé au marloktot. Il dit quelque chose, Shamaï dit quelque chose. Ben moi j'aurais bien aimé qu'il n'y ait plus de marloquette. Regardez combien les gens ils sont déstabilisés quand on leur enseigne la halakha et qu'on leur dit lui il dit ceci, lui il dit cela. Les gens disent la Torah c'est quoi cette Torah c'est quoi? On aimerait bien qu'il n'y ait pas de marloquette. On aurait dû dire que ceux qui font une marloquette les Shem Shamaim, ben, ils auront le mérite qu'un jour il n'y ait pas de marloquette. La Mishnah elle dit non. Elle dit au contraire, les marloquot pas les Shem Shamaim, elles vont disparaître. Mais les marloquot les Shem Shamaim, elles vont rester. Première question, pourquoi? Deuxième question, c'est pas tout à fait vrai que la marloquette elle va se maintenir. Parce que dans le cas de Hillel et Shammai, la halakha elle va être tranchée comme Hillel. Donc il va y avoir malgré tout une halakha qui va être tranchée.
Troisième question. Au début de la paracha, on nous parle de Korach. Comment on nous le présente dans la Torah? On nous fait une filiation, on remonte jusqu'à l'homme préhistorique. Oui ou non? Vaïkar Korach. Korach va prendre. Korach, ben Itzar, ben Kehat, ben Lévi. En général, quand quelqu'un monte à la Torah, on dit Amod, Machlouf, ben David. Oui ou non? On ne dit pas Machlouf, ben David, ben le grand-père et l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-père. Là, on aurait dû dire Vaïkar, Korach, ben Itzar. Korach, le nom de son père, et c'est fini. On te dit non, Korach, ben Itzar, ben Kehat, ben Lévi. C'est un peu bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que si déjà on a envie de remonter toute la filiation, qui est-ce qu'on a oublié dans l'histoire? Estelle, qui on a oublié? Vaïtzar, Korach, ben Itzar, ben Kehat, ben Lévi. C'est qui le père de Lévi? Yaakov. Au moins mentionne Yaakov, quand même, le patriarche Yaakov. Pourquoi on n'a pas mentionné Yaakov? Très bien. Très bien. Dit Rashi sur place que Yaakov Avinu a vu par prophétie qu'un jour, il aurait un descendant qui allait vouloir faire le pire, vouloir faire une marloquette contre Moshe Rabbeinu. Il a supplié à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie Hachem, fais en sorte que j'ai aucune part dans cette marloquette. Il a tellement prié de ne pas avoir part dans cette marloquette que même lorsqu'on va mentionner ce protagoniste de la marloquette qui est Korach, eh ben, on ne va pas mentionner Yaakov. Demande le Maor Vachemesh, il dit, mais si Yaakov était tellement généreux, il aurait dû demander aussi que son fils Lévi n'ait pas de part, et que son petit-fils. Non, Yaakov, il a prié que pour lui, visiblement. Donc Lévi, on le mentionne. Le fils de Lévi, on le mentionne. Mais Yaakov, on ne le mentionne pas. Pourquoi? Pourquoi Yaakov a à tout prix voulu que son nom ne soit pas mentionné, ne figure pas? Pourquoi ça ne l'a pas dérangé que, par exemple, son fils Lévi figure dans la marloquette? J'aimerais vous poser une autre question. Lorsqu'on nous présente la marloquette entre Hillel et Shammai, qu'est-ce qu'on a dit? Marloquette Hillel ve Shammai. Oui? Quand on nous parle de la marloquette Korach va Adato, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? On aurait dû dire marloquette Korach contre Moshe. Si tu veux mentionner aussi, comment il s'appelle? La Hada, tu aurais dû dire Korach ve Adato ve Moshe. Et là, on voit que dans la marloquette de Hillel et Shammai, on nous parle des deux parties, des deux acteurs de la marloquette. Or que dans la marloquette de Korach va Adato, on ne parle même pas de l'autre partie. Comment ça se fait? Et là? Ah, il parle tout seul. Je fais des embrouilles tout seul et voilà. Il a fait. Très bien. On va arriver à ça. Vous dites très très juste. Très bien. Autre question. Pourquoi on nous dit que la marloquette, c'est la marloquette Hillel et Shammai? En général, quand on nous parle de Hillel, très souvent on dit Bet Hillel, Bet Shammai. Pourquoi on te dit marloquette Hillel ve Shammai? Peut-être on va pas tous les mêmes. On va pas mettre tous les gens du même bateau parce qu'il y a des gens qui pensaient comme Hillel, comme ça et en plus. Mais pourquoi vous dites Hillel et Shammai? Dites-moi le Bet Midrash de Hillel, Bet Midrash Shammai, puisque dans les faits, il va y avoir beaucoup de marloquettes entre Bet Hillel et Bet Shammai. Pourquoi on mentionne que Hillel et que Shammai? Il n'y avait que eux deux. Eux, c'est celles qui avaient. Eux, c'était les rabbanim. C'est eux qui étaient capables. C'était quoi? Ils étaient détachés de ce qu'ils pensaient, c'est-à-dire que c'était pas des gens que leur marloquette elle arrivait à quelque chose de personnel. Il n'y avait que eux. Ah voilà, très bien. Ah, voilà. Alors très bien, vous avez Baruch Hashem, vous donnez la réponse. C'est genre, je l'aime pas. Il a fait. On n'est pas d'accord. Alors que Hillel et Shammai, Ah, c'est bien, très bien. Vous avez donné des bonnes réponses. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, de développer un petit peu et d'arriver ensemble à ces conclusions-là. Écoutez bien. La Gemara dans Masechet Eruvin s'interroge. Elle dit comment ça se fait que la halakha finalement, comment ça se fait qu'elle ait été tranchée dans le sens de Hillel? Est-ce que ça veut dire que Hillel était plus intelligent que Shammai? Est-ce que c'est parce que Hillel était plus grand et plus perspicace que Shammai? Dit la Gemara, pas du tout. C'est pas parce que Hillel était plus grand que Shammai. Or pourquoi? Pourquoi la halakha sans arrêt, elle va dans le sens de Hillel? je peux le dire. Dit la Gemara. Ça se fait. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux le dire. Dites. Parce que tout le temps, quand il disait son avis, il disait d'abord l'avis de Il a Shammai. fait. Comment vous savez? Bah, je sais pas. Il a fait. Dit la Gemara dans Masechet Eruvin, lorsque Hillel arrivait au Beth Midrash et qu'il voulait débattre, réfléchir avec ses élèves d'un sujet, il commençait jamais par dire voilà ce que je pense. Et après je vous dirai ce que les autres là qui se trompent, qui s'appellent Shammai, disent. Jamais il disait ça. Il disait chers élèves, je vais vous dire, j'ai entendu dans le Beth Midrash de Shammai un grand chidouche. Je vais vous le dire, écoutez bien le chidouche. Et puis il argumentait, et puis il essayait d'expliquer. Et après il disait maintenant regardez, moi je suis pas d'accord. Il a amené l'opinion de Shammai avant d'amener sa propre opinion.
Dit la Gemara, c'est la raison pour laquelle la halacha va être tranchée dans le sens de Hillel et non pas de Shammai. Question. Lorsqu'on parle de halacha, on ne parle pas de midot tovot. Si tu voulais me demander quel mashgiach prendre dans telle yeshiva, je te dirais, ouais, celui qui a des bonnes midot, celui qui ne pense pas qu'à lui, qui ramène les autres avant. Mais là, on parle de halacha. La halacha, moi, je me serais attendu à ce que tu me dises, le plus intelligent, c'est comme lui que la halacha est tranchée. Celui qui connaît le plus de Torah, c'est comme lui que la halacha est tranchée. Tu me dis, pourquoi on a tranché la halacha comme Hillel? Pas parce qu'il était plus intelligent, pas parce qu'il avait des bonnes midot. Il avait derech eretz kadma la Torah, parce que lui, il avait du derech eretz. C'est lui qui était capable d'apporter l'opinion de l'autre. Et alors, quel rapport avec la halacha? Ça veut dire que c'est plus juste. Imaginez que je vous pose une question comme qui est la halacha? Comme Rav Eliashiv ou comme quelqu'un qui ne sait pas étudier, juste il est très gentil et tient toujours la porte ouverte aux gens qui doivent rentrer. Je ne sais pas, l'un est très intelligent, il a beaucoup de Torah, il a un bagage fou. L'autre il est gentil, mais bon, sans plus. Comment ça se fait que la halacha ait été tranchée comme il est? Il savait très bien où il y avait les tailles. C'est pas il donnait que son avis. Il écoutait l'avis extérieur. Très bien, très bien. Je vais vous dire, le Rav Chaim Shmulevitz, lui, il explique de la façon suivante. Le Rav Chaim Shmulevitz, il dit comme ça. Il dit, on a un principe dans la halacha, c'est que lorsqu'il y a un dayan et qu'il y a deux plaignants qui viennent pour exposer leurs revendications, etc. Que se passe-t-il dans le Beit Din? Le dayan n'a pas le droit d'écouter le premier plaignant si les deux ne sont pas déjà là. A priori, le dayan, il pourrait se dire, bon, l'autre, il est en retard. D'abord, c'est son problème. Il y a quelqu'un pas être en retard. Deuxièmement, on va gagner du temps. Commence à me raconter, puis après, on verra. Non, interdit. Le dayan doit attendre que les deux plaignants soient là et que, à ce moment-là, le premier commence à étaler toutes ses réclamations. Question, pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est très simple. La réponse, c'est que tout ce qu'on entend une première fois, ça s'inscrit dans notre esprit comme étant la vérité. Quand on vient et qu'on me dit c'est comme ça que ça s'est passé, ce que j'entends en premier lieu, d'une façon générale, je pense que c'est ça la vérité. Pour prendre cet exemple-là, si j'ai un plaignant qui vient et qui me dit regardez ce qui s'est passé, et que j'ai pas l'autre à côté pour me faire des grimaces, que j'ai pas l'autre à côté pour dire complètement n'importe quoi lui, et ben je me dis ah c'est beau ce que tu dis, c'est vrai, ça a l'air bien, c'est vrai, il est méchant, l'autre il est. Quand j'ai les deux devant moi, et qu'il y en a un qui commence à dire quelque chose, l'autre qui lui crie dessus, c'est pas vrai, c'est du mensonge, n'importe quoi. Donc il y a encore aucune idée première qui s'est inscrite dans mon esprit. Donc du coup, j'entends le premier, je vois que c'est pas du tout vrai, attention, faire attention, l'autre, visiblement, il peut être tout d'accord. Après, j'écoute le deuxième, le premier va me dire ce qu'il a à me dire, et puis chacun me dit ce qu'il a à me dire. Du coup, eh ben, je serai tout à fait neutre, et je pourrai réfléchir de façon tout à fait désintéressée, tout à fait honnête. Par contre, quand le premier est venu, et que le premier m'a dit ce qu'il a à me dire, et que personne n'est là pour le contredire, eh ben, dans mon esprit, j'ai l'impression que c'est ça la vérité. Quand le deuxième va venir et qu'il va essayer au bout d'un quart d'heure ou d'une heure de tout contredire, ben déjà je me serais dit, ouais, bon d'accord, tout ça c'est sympa ce que tu dis, mais non, la vérité je l'ai déjà comprise. Bien le Rav Shmulevitz, il dit, là c'est exactement la même chose. Lorsque Hillel vient voir ses élèves et qu'il leur dit, je vais vous dire ce que Shammai a dit. Eh bien déjà quand tu viens, que tu présentes les choses, tu viens, tu dis pas encore je suis pas d'accord, tu présentes l'opinion de Shammai. Ce qu'on entend en premier lieu, d'une façon générale, on pense que c'est ça la vérité. Donc Hillel s'est dit comme ça, je vais arriver, d'abord je vais leur dire l'opinion de Shammai. Comme ça c'est sûr déjà qu'ils vont commencer un petit peu à s'imprégner de cette opinion. Qu'ils vont réussir peut-être à voir les failles, mais aussi à voir combien cette opinion elle est vraie. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette opinion. Et après, une fois que j'aurai dit cette opinion-là, ben, je pourrais dire la mienne. Bon, bien sûr, je serai là pour défendre mon opinion. Je serai là pour défendre ma thèse. Je serai là pour leur prouver que mon opinion, elle tient le coup aussi. Mais dans un premier temps, il a annoncé l'opinion de l'autre. Maintenant, dit le Rav Chaim Shmulevitz, il pouvait être sûr, Hillel, que une fois qu'il avait présenté l'opinion de Shammai et qu'après il avait présenté la sienne, que si la conclusion à laquelle lui et ses élèves allaient arriver, c'était que c'est Hillel qui a raison, ben c'est qu'il a vraiment raison. Si Hillel venait et qu'il disait « je vais vous dire ce que je dis », et qu'une fois qu'ils sont convaincus à 100%, à 1000%, il leur dit « je vais vous dire votre opinion », et que les élèves avaient dit au Rav « on est d'accord avec vous », eh ben, ça aurait été très possible que ce ne soit pas ça la vérité. Quand je vous donne d'abord la première opinion, vous êtes d'accord, c'est intelligent, c'est intéressant, c'est vrai, tous les élèves qui acclament, qui disent oui, c'est vrai, c'est intéressant, c'est vrai. Et puis après, il dit maintenant, je vais vous dire autre chose. Et qu'après avoir dit les deux opinions, les élèves sont d'accord avec Hillel, là, ça pouvait être déjà quasiment certain que la vérité, je ne parle pas simplement des midotes, des qualités humaines, je parle de la vérité de la Torah,
eh ben, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit dans le camp de Hillel. Puisque Hillel est procédé de la sorte. Vous allez me demander pourquoi Shammai ne faisait pas ça. Bonne question. Dans tous les cas, ça c'est l'explication que donne le Rav Chaim Shmulevitch de cette Gemara. Oui. Justement, alors là, vous êtes en train de prouver que Hillel, il a raison de toute façon. Parce qu'il est plus fort, finalement, il arrive à justement, en mettant sur. Mais c'est pas parce qu'il est plus intelligent. Il n'est pas plus intelligent. Non, ça veut dire dans sa démonstration, dans les choses qu'il explique, etc. Et il est non. plus proche de la vérité, donc ça veut dire Oui. qu'ils ne sont pas au même niveau finalement. Non. Les deux ils sont au même niveau d'intelligence, les deux ils sont au même niveau. Attendez, au QI, les deux ils ont le même QI. Maintenant, pourquoi je dis que Hillel il a raison? Attention, Hillel il n'a pas toujours raison. Parce que quand Hillel il faisait de la sorte, et qu'il disait je vais vous amener l'opinion de Shammai, ben, il y avait plein de fois où des élèves ils prouvaient au Rav que c'est Shammai qui a raison. Donc Shammai dans la théorie, c'est possible qu'il ait raison. Plein de fois il avait raison. Shammai c'était un très grand sage. Shammai il avait raison. Mais les fois où la marloquette elle s'est maintenue jusqu'au bout, et où Hillel et tous ses élèves disent non, là Shammai il n'a pas raison, eh ben on pouvait être sûr que cette fois-ci c'est vérité. Alors, dans ce cas-là, on a fait une généralité, c'est que maintenant on suit d'après Hillel. D'accord, mais pourquoi? Mais justement, pourquoi? Parce qu'on sait que ces conclusions elles sont plus vraies. Voilà, donc ça veut dire que finalement, quand on dit que Shammai, ils ont tous les deux raison, ben non. J'ai pas dit qu'ils ont tous les deux raison, ça j'ai pas encore dit. Moi j'ai dit que la Gemara elle affirmait que la halakha était tranchée comme Hillel. Pas parce que Hillel est plus intelligent ou plus grand que Shammai, mais parce qu'il avait cette façon de présenter les choses. Il avait cette pédagogie de la réflexion et de l'enseignement. Donc du coup, il n'a rien à dire. Les fois où Hillel arrive à la conclusion qu'on n'est pas d'accord avec Shammai, c'est plus vérité que les fois où Shammai arrive à la conclusion qu'on n'est pas d'accord avec Hillel. Parce que Shammai lui venait, il disait à ses élèves, c'est ça la vérité, c'est que ça et c'est rien que ça. Et après il disait, et pas comme Hillel. Bon d'accord, les élèves, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent au Rav? Non, ce que je voulais demander, en fait, c'est finalement, quand on dit que Shammai et Hillel, tous les deux, ils ont raison, ben non. J'ai pas encore dit tous les deux ils ont raison. J'ai pas encore dit ça. Ça je vais y arriver. Alors ça je vais y arriver. Elou velou livré lokim chaim, je vais y arriver. Mais pour l'instant j'ai pas dit ça. Pour l'instant j'ai dit pourquoi la halakha était tranchée comme il est. Ça Baruch Hashem, on a eu le mérite de comprendre. Moi j'aimerais vous donner une autre explication que celle du Rav Chaim Shmulevitch et je le pense être aussi très très vrai. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça dénote lorsque Hillel arrive au Beth Midrash et qui dit à son noyau d'élèves, sachez ce que Shammai a dit. A priori, Hillel, c'était un très grand sage. Hillel, il avait son noyau d'élèves. C'est quand même logique qu'à mes élèves, je leur dise ce que je pense. Shammai, lui, je ne m'inquiète pas pour lui. Il a aussi sa grande yeshiva, son grand Beth Midrash. Lui aussi pourra faire du bourrage de crâne. Quand moi, je viens m'adresser à mes élèves, c'est logique que je dise à mes élèves, regardez, je suis très fâché. Shammai, il a dit des choses qui ne tiennent pas la route. Moi, je ne suis pas content. Vous, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Ça veut dire quoi quand Shammai vient, Hillel vient, et qui dit, je vais vous dire, dans le Beth Midrash de Shammai, voilà ce qui a été enseigné. Ça montre du kavod. Ça veut dire quoi ça montre du kavod? Si Behemet, Hillel, il donne de l'honneur à Shammai, et c'était le cas, parce que Shammai c'était un gdolador, Shammai c'était un rav d'une dimension gigantesque, il était aussi grand que Hillel. Quand je viens à la yeshiva, et que j'ai envie de donner de l'honneur au Talmidei Chachamim, eh bien, dans un premier temps, je rapporte l'opinion des Talmidei Chachamim. Quand Hillel vient voir ses élèves et qu'il leur dit, écoutez, j'ai entendu un grand chidouche aujourd'hui, du Gdolador. C'est normal qu'il commence par le chidouche du Gdolador. Si vraiment il le considère, si vraiment il lui donne de l'importance, eh bien, il lui laisse sa part. Il lui donne la parole. Il dit, écoutez bien ce que le Gdolador a dit. Et puis il commence immédiatement à donner raison au Gdolador. Et il explique ce que le Gdolador dit. Et après, il donne son opinion. Quand Hillel commence à rapporter les propos de Shammai, à part l'aspect du Rav Chaim Shmulevitch qui est vrai, il y a autre chose. Il y a une idée, moi, Shammai, je l'honore. Moi, Shammai, je pense qu'il est grand. Donc quand il rapportait l'opinion de Shammai, ça voulait dire, regardez, s'il y a un Gdolador qui a pris la parole, il faut qu'on comprenne. J'aimerais qu'on comprenne. Et moi, je l'honore, Shammai. Et je vais vous dire ce qu'il pense, parce que moi, j'aime étudier les propos de Shammai. Parce que Shammai, c'était un immense Talmid Chacham. Je veux comprendre ce qu'il dit. Venez, on va réfléchir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures à ce qu'il dit. Une fois que Hillel a rapporté les propos de Shammai, il dit, moi je l'aime beaucoup Shammai. Vous voyez bien, je l'aime en premier lieu, je l'aime beaucoup. Mais j'aime encore plus la vérité, plus que j'aime Shammai. Je ne peux pas me taire si je pense qu'il a tort. Moi, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il a tort. Si vous arrivez à me prouver qu'il a raison, je serai le plus heureux du monde. Mais, venez, on essaye de voir s'il a vraiment raison ou pas. Moi, je pense qu'il n'a pas raison. Maintenant, quand on fonctionne de cette façon-là, et qu'on sait que ce que l'autre dit, c'est censé être des propos de vérité, et qu'on analyse les propos de l'autre avec cette attention et avec cette considération, on ne peut qu'arriver au Hémet. Je vous donne un exemple tout de suite, et je vous rentre de plein pied dans une histoire que je raconte à tous les couples dont je m'occupe, tous les couples qui ont des problèmes Shalom Bayit et dont je m'occupe, je leur raconte cette histoire-là, ils pourront le témoigner.
Écoutez bien. Un jour, c'est une histoire qui s'est produite avec le Rav Simcha Cohen, l'un des très compétents dans le domaine du Shalom Bayit. Il raconte, un jour, il y a un couple qui était en grande dispute. Pourquoi? Ils étaient en grande dispute où habiter. Le monsieur voulait habiter à Yerushalayim. La femme voulait habiter à Bnei Brak. Ça faisait des mois et des mois et des mois qu'ils étaient en dispute. Lui disait, ça suffit là où on est, il faut qu'on aille à Yerushalayim. Et elle disait, il faut qu'on aille à Bnei Brak. Et lui, il faut qu'on aille à Yerushalayim. Et il faut qu'on aille à Bnei Brak. Lui, il s'est dit, écoute, tu es une femme intelligente. Je vais te dresser une liste avec toutes les raisons pour lesquelles il faut qu'on soit à Yerushalayim. Alors, premièrement, il faut qu'on soit à Yerushalayim parce que tes parents, toi, ils sont à Bnei Brak, donc c'est une raison suffisante. Deuxièmement, il faut qu'on soit à Yerushalayim parce que mon collègue, il est là. Troisièmement, parce que ton travail, il est là. Quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, septièmement. Elle, qui voulait habiter à Bnei Brak, elle se braque. Elle fait, elle aussi, une liste avec 200 raisons. Il faut qu'on habite à Bnei Brak parce que mes parents, ils habitent là-bas. Il faut qu'on habite à Bnei Brak parce que ceci et cela et cela et ceci et cela et cela et ceci et cela et cela. 200 raisons pour lesquelles il vaut mieux habiter à Bnei Brak. Je vous la fais rapide. Toute la journée, à chaque fois qu'il s'était au téléphone, qu'il s'envoyait des messages, c'était Yerushalayim, Bnei Brak, Yerushalayim, Bnei Brak. Un jour, le mari en a eu marre. Il a été voir son Rav. Il a dit à son Rav, écoutez Rav, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de shalom, il n'y a plus de baït, il n'y a plus rien. Katman, peut-être qu'il y a encore, mais c'est tout, il n'y a rien. Il n'y a plus de shalom, baït, Yerushalayim, Bnei Brak, Yerushalayim, Bnei Brak. Le Rav a écouté son élève et lui a dit, regarde, on a un principe. C'est que dans la vie, il faut être prêt quelquefois à faire des concessions et à renoncer pour arriver au shalom. Et le Rav Shach disait sans arrêt, il faut être mévater, il faut faire des concessions, il faut faire des concessions, il faut faire des concessions. Alors moi je te propose quelque chose, tu vas voir ta femme, tu es d'accord que c'est pas très grave si vous habitez à Bnei Brak, ça va, là-bas il fait un peu chaud, c'est pas grave, vous achèterez la clim et vous ne perdrez pas le chalat. Mais il n'y a pas de problème. Bref, l'homme rentre à la maison, il dit à sa femme, ma chérie, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. La femme dit, ouais, je les connais tes nouvelles, t'as encore trouvé 15 bonnes raisons pour lesquelles il faut habiter. Je te promets, j'ai une bonne nouvelle. Assieds-toi, tu veux que je prépare un café, un choco, quelque chose, machin. Il s'asseye et le mari dit à sa femme, écoute-moi bien, j'ai bien réfléchi. Et bien finalement, on va aller habiter à Bnei Brak. La femme dit, heureusement que je suis assise, sinon je me serais évanouie, parce que je suis tellement choquée, surprise. Il dit, ben voilà, c'est pas pour rien que je t'ai demandé de t'asseoir. Voilà, donc tu me dis, dès que tu veux, tu choisis la maison, je peux t'aider d'ailleurs si tu veux à trouver une maison, machin, je t'aiderai à faire les valises, à faire tout, machin. On va habiter à Bnei Brak. La femme, elle prend son air comme ça, un petit peu merlanfri, et elle dit à son mari, t'es sûr? Je suis sûr. Pourquoi pas toi? Elle dit non. Je crois que finalement c'est toi qui avais raison, il vaut mieux qu'on habite à Yerushalayim. Alors, cette histoire-là, c'est une histoire qui s'est produite. C'est une histoire qui peut se produire et qui met le doigt sur un aspect important. Dans ce couple-là, vous savez ce qui se passait? Dans ce couple-là, on ne voulait pas accéder au Hémet. On voulait une chose, faire un bras de fer. Faire un bras de fer. Donc lui, il met toute sa force pour le bras de fer pour Yerushalayim, et elle va mettre toutes ses forces pour Bnei Brak. Dans ce cas-là, elle était aussi costaud que lui. Donc, bras de fer, bras de fer, bras de fer, bras de fer. On ne peut rien faire dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bras de fer, bras de fer, bras de fer. Le jour où lui, il est venu la voir et qu'il lui a dit, il n'y a plus de bras de fer, tu veux? Allez, on va aller habiter à Bnei Brak. Elle, d'un coup, elle a retrouvé sa lucidité. Dans ce cas-là, elle savait très bien, elle, dans son fort intérieur, dans son esprit, que c'est lui qui avait raison. Elle savait très bien. Mais impossible de dire que je sais bien, puisqu'on est en train de faire un bras de fer. Je ne vais quand même pas te dire que tu as raison. Bras de fer, donc tu donnes des raisons, je donne d'autres raisons. Ça vaut pas le coup, mais c'est pas grave. C'est moi qui devrais dire que j'ai raison. Quand lui, il était capable de dire, tu veux avoir raison, tu auras raison. Ce que tu dis, on fait. Et bien d'un coup, elle a commencé à réfléchir. Elle a réfléchi, elle a compris que dans ce cas précis, c'est lui qui avait raison. J'ai l'habitude de dire aux couples, et j'ai fait de ça toute une thèse. J'ai écrit aucun livre sur ça, mais tous les couples dont je m'occupe, je leur dis. Sur mon site, j'ai fait des cours sur ça, dans lesquels j'essaye à apprendre aux couples comment réagir, comment fonctionner, comment communiquer. Parce que je peux vous dire aujourd'hui les problèmes qu'il y a dans les couples, et malheureusement, combien il y en a, 98% des problèmes, c'est des problèmes de communication. Je leur apprends à communiquer. Et l'une des choses que je leur dis, je ne peux pas vous le faire maintenant de façon trop longue, je leur dis, un couple, à mes yeux, c'est une chavruta. En général, les couples dont je m'occupe, c'est des gens religieux, des femmes religieuses, donc tout le monde sait à peu près c'est quoi une chavruta. Dans un Beth Midrash, quand il y a une chavruta, il y a des chavrutotes, c'est insupportable. Tu as l'impression que tu parles à un mur, et que le mur, en plus, il n'est pas capable d'entendre ce que tu lui dis, et que le mur, il n'a qu'une envie, c'est de te crier plus fort que toi, et puis tu vois que c'est saoulant, ce genre de chavrutot. Parfois, tu as des chavrutot, c'est un kiff.
parce que tu as quelqu'un face à toi. Parfois, bon, pour faire un peu de feu dans le Beth Midrash, on crie. Mais tu vois qu'il a envie de t'écouter. Et puis toi, tu as envie de l'écouter. Et quand il a raison, tu lui dis bravo, tu as raison. Et quand il a tort, tu lui dis t'as tort. Et lui, il dit t'as raison, c'est moi qui ai tort. Et puis comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On accède au Emet. Dans ce genre de chavrutot, dans ce genre de machloktot, tu t'aperçois et tu comprends que le but commun des deux, c'est d'accéder au Emet, d'accéder à la vérité. Et j'apprends au couple à discuter pour essayer de ne pas faire de bras de fer, mais au contraire, pour essayer d'accéder à la vérité. Et les couples vous diront que d'une façon générale, la vérité, elle n'est ni avec lui, ni avec elle. Elle est entre les deux. Très souvent, la vérité, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est entre les deux. On réfléchit, on discute, chacun apporte ses arguments, chacun écoute les arguments de l'autre. Et finalement, on accède au Emet. Il eût mieux valu qu'il n'y ait pas cette marloquette, ou cette marloquette, elle est positive et bienfaisante. Elle est bienfaisante. Parce que grâce à la marloquette, on aboutit à des conclusions. Une fois, il y a un couple qui est venu me voir, je m'occupais d'eux. Lui, c'était le meilleur avraire de son collègue. Et elle, c'était une femme aussi, elle avait comme ça du tempérament. Et un jour, il me dit, écoutez, Rav, je ne sais pas quoi faire, ma femme, vraiment, c'est insupportable. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ma femme, elle a toujours raison. Je lui dis, t'es ironique? Il me dit, non, non, elle a toujours raison. Je lui dis, alors, ça veut dire quoi? Il me dit, le Shabbat, je fais des livrets Torah. En plus, c'est elle qui me demande. Je prépare des livrets Torah, je les fais. À chaque fois que je dis un devoir Torah, elle me le démonte. Et le pire, c'est qu'elle a toujours raison. Je dis, elle a vraiment raison ou pas? Il me dit, oui, elle a raison. Elle m'amène des psukim, des preuves, des maharals, des machins. Elle me prouve que j'ai tort. Bon, elle, je lui ai dit, écoutez, madame, arrêtez de casser votre mari, c'est pas joli. Mais lui, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mais tu devrais la remercier 1000 fois. Tu avais un devoir Torah, tu pensais que c'était vrai, elle te montre que c'est faux. Donc, grâce à elle, tu ne resteras pas dans ton erreur. Grâce à elle, tu pourras réussir maintenant à reconstruire ton devoir Torah. Tu pourras réfléchir différemment. Tu pourras accéder au Emet. Je dis, en dehors de ça, c'est accepter de se marier avec toi. Parce qu'elle est tellement intelligente. C'est peut-être quelque part que toi aussi tu es intelligent. Donc ça va, t'inquiète pas, sinon il y aurait des problèmes dans les Shidduchim. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que si ce qu'on veut, une seconde, c'est accéder au Emet, je remercie l'autre quand, grâce à lui, j'arrive au Emet. Et donc, cette marloquette-là, elle peut être bienfaisante. Qu'est-ce que vous avez faim? Hein? Vous êtes à la vie? Je serai ravie, je peux pas te savoir. Tenez, prenez. Non, c'est pour moi. Je ne l'ai pas amené pour vous, mais maintenant je comprends que, excusez-moi, je comprends que je l'ai vraiment amené pour vous. Alors regardez, mangez-le, mangez-le. Vous avez faim? Non, non, moi j'ai pas faim. Moi j'ai vraiment beaucoup mangé. Alors regardez, le mésonote. Alors regardez, mais mangez-le maintenant parce que sinon on va gagner. Alors regardez, les maasé. Hein? Je vais garder, je vais la manger, je vais ça bien. Ah, vous voulez que je vous mette un petit mot? Alors regardez, les maasé, ce que je voulais vous dire, c'est que au sein d'un couple, au sein d'un Beth Midrash, aidez-la à ouvrir. Et partout, si on est capable de discuter en essayant d'arriver au Emet, à la vérité, on a tout à gagner. On pourra arriver au Emet. Le préalable du Emet, c'est de savoir j'honore l'autre. Quand j'honore l'autre et que je sais qu'il dit vrai et qu'il dit juste, on peut arriver au Emet. Il y a des chavrutot, parfois, vous les entendez discuter. Il y en a un qui dit ce que tu dis, c'est même pas intéressant, c'est du bitul Torah de dire ce que tu dis. Ce que tu dis, non seulement c'est pas vrai, mais c'est du bitul Torah, c'est tellement faux que chaque seconde où on réfléchit à ta thèse, on fait du bitul Torah. Il a les Shamaï, c'était pas comme ça. Il prenait l'opinion de Shamaï, il la décortiquait, il y réfléchissait, il investissait du temps. Quand tu abordes l'opinion de quelqu'un, en comprenant que son opinion elle a de l'importance, et bien cette opinion, d'un coup, tu peux réussir à t'en imprégner et à accéder au Emet. Un jour, le Rav de Israël Salanter est rentré dans un Beth Midrash. Il a vu deux personnes en train de se disputer, il voyait qu'ils ne cherchaient pas à accéder au Emet. Il leur a dit, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on étudie. Le lendemain, il est revenu dans ce même Beth Midrash. Ils ont vu que le Rav arrivait. Alors dès qu'il y en a un qui parle, l'autre il disait, ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. L'autre il parlait, il disait, ouais, t'as raison. Le Rav est venu les voir, il leur dit, c'est pas comme ça qu'on étudie. Non, comment on étudie? Non, de dire, oh, t'as raison, alors t'arriveras pas au Emet. Pour arriver au Emet, il faut dire à l'autre, t'as pas raison. Mais il faut savoir comment le dire. Il faut savoir que l'autre, t'as pas raison pour tel et tel argument. Et quand l'autre, il essaye de me prouver, je lui dis, oui, là, t'as raison. Dans ce cas, t'as raison. Dans ce domaine-là, t'as raison. Et vous verrez, et vous vous apercevrez, les couples qui savent discuter de façon intelligente,
Au tout début, évidemment, il y a toujours comme ça des différences. Des différences de Hashkafa, des différences dans plein de domaines. Avec les années, les deux, ils finissent par penser la même chose, par vouloir la même chose, par comprendre de la même façon, par raisonner de la même façon. Je ne dis pas que c'est un but. C'est pas un but, c'est pas un idéal que les deux finalement deviennent qu'un, même dans la pensée, dans machin. Mais je veux dire, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas un qui a raison ou l'autre qui a tort. Les deux, ils ont raison. Quand on veut réussir à faire des bras de fer, eh ben, ça échoue. Parce que chacun va hausser le ton et puis on n'arrivera à rien. Si on est capable de comprendre, je veux comprendre ton intérêt, parce que tu es quelqu'un d'important, ce que tu dis, ça a du sens, je veux comprendre, c'est là qu'on peut accéder au Hémet. Ça, c'est la marloquette, il est les chamaïs. Le problème des gens, comme je vous disais, c'est le bras de fer. Le problème des gens quand ils font des marloquetotes, c'est que ce qu'ils veulent souvent, c'est pas accéder au Hémet. J'allais dire à la rigueur, ils s'en foutent même c'est quoi le Hémet. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ce qu'ils veulent, c'est le feu de la marloquette. Ce qu'ils veulent, c'est l'exchienne. Ils aiment qu'il y ait de la marloquette. Ils aiment la marloquette. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens que parfois vous voyez fâchés. Ça fait des années qu'ils sont fâchés. Un jour, vous venez les voir, on va dire mais pourquoi tu es fâché avec un tel? Il dit celui-là, il y a 50 ans, je ne lui adresse pas la parole. Non, ça je sais, mais pourquoi? Il dit celui-là, je suis fâché avec lui. Tu sais, ça fait 50 ans. Je dis d'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait il y a 50 ans? Il va réfléchir, il va dire purée, t'as raison. J'ai complètement oublié. Mais je sais que je lui en veux. Ça veut dire quoi? Si vraiment tu as oublié quel mal il t'a fait, et peut-être que Michaï t'a pas fait de mal, et peut-être que si tu as oublié quel est le mal qu'il t'a fait, pourquoi tu continues à être fâché? Parce que ce qui intéresse les gens souvent, c'est pas le contenu, c'est la marloquette. Lui, je lui adresse pas la parole. Avec lui, je suis fâché. Il y a un enseignement du Roche. Le Roche, l'un des grands Rishonim. Il donne un conseil dans son Sefer. Il dit aux gens, jamais ne te mêle d'une marloquette qui n'est pas la tienne. Pourquoi? Il dit, parce qu'un jour, Basof em yashlimu ve'ata tisher b'marloket. Il dit le Roche, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a A qui se bat contre B. Toi, tu vas te mêler. Tu vas être avec A, tu vas faire une grande marloquette contre B. Il dit, moi, je ne te conseille pas de faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que dans un an, A et B, ils vont faire la paix. Mais toi, tu resteras avec ta marloquette contre B. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Moi, je vous pose une question. C'est débile, là, ce qui est écrit a priori dans le Roche. Pourquoi? Si A est en marloquette contre B, ben, le jour où A fera la paix avec B, ben, moi, je serai plus fâché avec B. Le Roche, vous voyez qu'il ne dit pas ça. Le Roche, il dit A est fâché contre B. Toi, tu vas te mêler dans cette marloquette. Tu vas tuer B. Tu vas lui faire du mal. Tu vas crier contre lui. Tu vas t'énerver. Quand A fera la paix avec B, toi, tu resteras fâché avec B. Pourquoi? Parce que ce que les gens ils veulent dans la marloquette très souvent, c'est pas le fond. Si ce qui est intéressant, c'était le fond. Et ben voilà, ça y est, il n'y a plus de marloquette, il n'y a plus de problème. Ce que les gens ils aiment dans la marloquette, c'est être fâché, se disputer, se battre, parler contre, semer la zizanie. Et ben ça restera. Même si A et B finalement se mettent d'accord et qu'il n'y a plus de marloquette, mais toi, ton amour de la marloquette, lui, il restera. Donc il faut bien comprendre. C'est quoi une marloquette qui est les Shem Shamaim, une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim? Une marloquette qui est les Shem Shamaim, on veut tous les deux la même chose. C'est réussir à accéder au Hémet. Maintenant écoutez bien. Lorsque, dit le Midrash, Moshe Rabbeinu est venu voir Korach et qu'il a voulu lui expliquer, lui dire regarde, c'est pas que moi je me sens plus grand que toi, moi je suis pas orgueilleux, moi je veux pas du tout l'hégémonie, machin. Il y a écrit dans le Midrash que Korach n'a pas voulu l'écouter. Il s'est bouché les oreilles. Il a acheté des boules qui est. Il n'a pas voulu écouter. C'est ça le propre d'une marloquette qui n'est pas Shem Shamaim. Une marloquette Shem Shamaim, c'est avec plaisir, essaye de me convaincre, autant que tu veux. Moi, souvent, j'ai l'habitude de vous ramener parfois des opinions, je vous dis, j'ai entendu ça, je ne suis pas d'accord. Mais vous m'avez plusieurs fois entendu vous dire, et à chaque fois d'ailleurs, si vous avez une preuve qui va dans le sens de ces rabbanim-là, dites-la moi. Je suis preneur, je veux entendre, je veux savoir. Je ne dis pas que les marloquettes sont Shem Shamaim, mais au moins, il y a une possibilité, il y a une chance que ce soit Shem Shamaim. Mais quand quelqu'un vient vous voir et qui vous dit c'est comme ça et pas autrement, l'autre il a tort, c'est un rachat, c'est un méchant, et que quand l'autre vient pour essayer de se justifier, de se défendre, que quelqu'un vient pour essayer de le légitimer, que je dis je veux même pas t'entendre, je me bouge les oreilles, ça c'est le propre d'une marloquette qui n'est pas Shem Shamaim. Et bien ça c'était la marloquette Korach ve'adato, c'était une marloquette qui n'était pas Shem Shamaim. Maintenant on va essayer de répondre aux différentes questions qu'on a posées. On a demandé ça veut dire quoi Sofa le'it kayem? Ça veut dire quoi une marloquette qui est Shem Shamaim? Sofa le'it kayem. Que la fin de cette marloquette, elle va se maintenir. Un jour, j'ai dit en rigolant, si ça vous fait rire, c'est bien. Si ça vous fait sourire, c'est pas mal. Si ça vous fait pleurer, eh ben, je me vexerai. On a dit, c'est quoi une marloquette qui est Shem Shamaim? C'est Bet Hillel. Bet Hillel, enfin Hillel, quand il fait une marloquette Hillel, qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il ramène l'opinion de Shammai, et après, il ramène son opinion.
Donc c'est quoi l'opinion qui a été ramenée en dernier lieu? Celle de Hillel. Toute marloquette qui est Shem Shamaim, sofa leit kayem. La fin de la marloquette, ça veut dire la fin dans l'énoncé. Ça veut dire l'opinion de celui qui est vraiment Shem Shamaim, ça sera mit kayem. Ça va se maintenir. Comme qui avait tranché la halakha? Comme Hillel. Hillel, c'est celui qui est à la fin de l'énoncé. Quand il y avait un énoncé, il y avait toujours Shammai pense comme ça, moi Hillel, je pense comme ça. Donc, sofa leit kayem, c'est-à-dire que la fin de la marloquette, la fin de l'énoncé, il va être mit kayem. Ça, je l'ai dit en rigolant. Maintenant, pour être un peu plus sérieux, ça veut dire quoi sofa leit kayem? Quand il y a Hillel qui crie, moi je pense que la halakha est comme ça, et Shammai qui criait, moi je pense que la halakha elle est comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de crier chacun? Je veux de l'honneur, je veux avoir raison. Non, ils sont en train de crier Ma Retson Hashem en hébreu. Qu'est-ce qu'Hashem attend? Quelle est la vérité? Les deux, ils sont en train de crier pour accéder à la vérité. Les deux, ce qui les préoccupe et ce qui les anime, c'est on veut arriver à la vérité. Maintenant, même lorsque la halakha sera tranchée d'une façon ou d'une autre, cette aspiration de vérité, elle restera. Quand on dit que la marloquette, elle restera, ça veut pas dire qu'elle restera. Un jour, on va trancher la halakha comme Hillel ou comme Shammai. Mais quand on dit qu'il y a la marloquette, elle va rester, ça veut dire la marloquette, c'est pas le contenu de la marloquette, c'est la raison de la marloquette. La raison de la marloquette, c'est on veut arriver au Hémet. Cette raison-là, elle se maintiendra toujours. Or que celle de Korach et Adato, ils n'avaient aucun point commun, Korach et Adato. Ils n'avaient aucune envie générale qui était dans le bon sens. Ils vont tous mourir, engloutis dans la terre, et puis il n'y aura plus rien. Il ne restera plus rien de leur marloquette. De leurs ambitions, il ne restera plus rien. Ils vont tous mourir. Maintenant, regardez. On a posé la question, pourquoi Yaakov Avinu a prié? Pourquoi Yaakov Avinu a prié que son nom ne figure pas dans la marloquette? Pourquoi il a prié d'avoir aucune part dans la marloquette? Dit le Maor Vachemesh quelque chose de très fort. C'était quoi la qualité principale de Yaakov? C'était le Emet. Titen Emet le Yaakov. Le point cardinal de Yaakov, c'était le Emet. Ça ne veut pas dire qu'Abraham et que Yitzhak et que Lévi, ils n'étaient pas Emet. Mais le point fort qui caractérisait de façon particulière Yaakov, c'était le Emet. Maintenant, vous avez remarqué que le Emet, il a des pieds. Regardez le Aleph. Vous connaissez le Aleph dans le Sefer Torah? Il a deux pieds. Le même, lui, il a une grande jambe comme ça. Il est assis tranquille, la jambe comme ça. Il a un pied, il a un grand pied. Le Tav, combien il a de pieds? Il a deux pieds. Le Emet, il est stable. Le Emet, là où il se trouve, eh ben, il se maintient. Il est bien assis. Le Sheker, il y a le Shin. Le Shin, surtout Ashkenaz, il se repose sur un spitz, ouais, sur une petite pointe, donc très branlant. Le Kouf, pareil, tout petit point comme ça, il n'y a pas d'attache. Et le Resh, pareil, un seul pied, ça ne tient pas. Le Sheker, il ne se maintient pas. Le Emet, il se maintient. Quand je vous dis Shin, Kouf, Resh, c'est un jeu de mots qui figure dans Chazal. Mais c'est pour montrer, le Sheker, il ne se maintient pas. Le Sheker, il ne fera jamais son chemin pendant longtemps. Immédiatement, il va s'oublier complètement. Yaakov, il s'est dit, Korach, il va faire une marloquette, il l'a vu par prophétie, Shelo et Shem Shamaim. Il dit, j'aimerais que cette marloquette, le plus vite possible, elle s'arrête. Il dit, si jamais il y a, même en toute petite portion, un petit peu de Yaakov Avinu, ça veut dire un petit peu de Emet, ça risque de durer, de s'éterniser. Parce que quand il y a du Emet, ça se maintient. Il dit à Kadosh, je t'en supplie, Hachem, fais en sorte que dans cette marloquette de Korach, il n'y ait pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu de Emet. Comme ça, s'il n'y a pas de Emet, rapidement, cette marloquette, elle se terminera. Pourquoi Yaakov a prié de lui, pas avoir de part? Parce qu'il savait que son point à lui, c'était le Emet. Il ne voulait pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un tout petit peu de Emet. Et effectivement, la marloquette de Korach, il n'y avait pas du tout de Emet. On a posé la question, on a demandé, comment ça se fait que quand on parle de Moshe, on dit la marloquette de Hillel et de Shammai, alors que dans la marloquette de Korach, on dit Korach. On ne dit pas Korach et Moshe. Alors Yehudit, elle a dit quelque chose de bien, et c'est remarquable parce qu'elle était affamée. Elle a dit, c'est quoi la marloquette de Moshe? Moshe, il n'était pas dans la marloquette. C'est pas que Moshe, il avait une marloquette. Moshe, il n'était pas dans la marloquette. Moshe, il faisait ce que Dieu lui disait. Korach, il vient, il fait la marloquette. Quand Moshe a essayé de résoudre les problèmes de lui parler, l'autre, il bouge ses oreilles. Moshe, il n'avait aucune partie dans cette marloquette-là. Donc c'est une marloquette de qui? De Korach et Adato. Maintenant, plus que ça, disent certains Mefarshim, ils disent, qu'est-ce qu'on pense, nous? Quand il y avait Hillel contre Shammai, c'était vraiment Hillel contre Shammai. Là, c'était quoi la marloquette? C'était Korach et Adato. C'est-à-dire que même au sein de Korach et Adato, il y avait des marloquettes internes. Quand on est vraiment à Shem Shamaim, or c'est toute une école contre toute une école, mais au moins dans l'école dans laquelle on est tous ensemble. Contre l'autre école, eux aussi ils sont tous ensemble. Là, c'était pas ça.
La même Korach et Adato, ils étaient ensemble en marloquette. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous croyez? Il n'y avait que Korach qui voulait être le chef. Pourquoi les autres, ils ne voulaient pas être les chefs? Donc chacun était en train de se battre. Ils se sont dit l'union fait la force, donc on va se battre ensemble. Mais intérieurement, personne ne voulait que ce soit vraiment Korach. Donc même au sein d'eux-mêmes, il y avait une marloquette Korach et Adato. Alors que Hillel et Shammai, c'était complètement autre chose. On a posé la question, pourquoi on n'a pas dit Beth Hillel et Beth Shammai? Disent certains Mefarshim ce que vous avez dit très justement. Il dit, dans la marloquette, les protagonistes de la marloquette, c'était Hillel et Shammai. Ça veut dire que les grands Chachamim, c'était Hillel et Shammai. Hillel, c'est le Rosh Yeshiva, Shammai, c'était le Rosh Yeshiva. Maintenant, quand dans une Yeshiva, il y a une marloquette, eh ben, le Rosh Yeshiva, il peut être lui, Shem Shammai. Mais immédiatement, dès qu'on arrive déjà aux élèves, bien que c'est des grands élèves, c'est des grands hommes, mais immédiatement, il y a déjà un petit peu le feu de la marloquette, et Sovet, mon Rav Karaison et machin. On est déjà plus 100% dans les Shem Shammai. Hillel, lui, les Shem Shammai. Shammai, il est Shem Shammai. Quand c'est déjà les élèves, ouais, ça doit être mon Rav qui doit avoir raison, ouais, le Rav de l'autre, machin, on commence à parler sans même dire le Rav, sans même dire machin. Déjà, on perd beaucoup, ouais, Shem Shammai. Donc la marloquette qui est les Shem Shammai, c'est la marloquette de Hillel et Shammai. Voilà pourquoi on a dit Hillel et Shammai. Il faut savoir une chose, et je m'arrête sur ça. Quand on a une marloquette à mener, et qu'on a un doute, est-ce qu'elle est les Shem Shammai ou pas, il faut à tout prix l'éviter. C'est vrai qu'une marloquette les Shem Shammai, elle est bonne. Je vous ai dit, la marloquette, c'est bien. Au sein d'un couple, s'il n'y a pas de marloquette, que monsieur affirme et que madame se tait, ou que madame affirme et que monsieur se tait, c'est vide. Ça n'a aucun sens. On n'arrivera pas au Hémet. Pour arriver au Hémet, on a besoin de cette confrontation d'idées. On a besoin de la Chavruta. On a besoin. Le Hémet, c'est important. Pour arriver au Hémet, on a besoin d'une marloquette. Mais quelle marloquette? Une marloquette qui est Shem Shammai. Une marloquette qui n'est pas Shem Shammai, c'est dangereux. Si j'ai un doute, quand je vais maintenant faire une marloquette contre quelqu'un, est-ce que je le fais vraiment Shem Shammai ou pas? Vous voulez un conseil d'ami? Dans le doute, évitez. Si vous êtes sûr à 100% que c'est Shem Shammai, d'accord. Si vous avez un doute, évitez. Et si, dans tout ce que vous faites dans votre vie, vous savez qu'il y a beaucoup de choses que vous faites qui n'est pas Shem Shammai, si quand vous mangez une bonne nourriture Shabbat, vous savez que vous mangez pour votre ventre, pas pour Shem Shammai, etc., je passe d'exemple, eh bien sachez que dans ce cas-là, je vous déconseille fortement de rentrer dans une marloquette. Parce que la marloquette, c'est tellement dangereux qu'il faut à tout prix éviter. Quand on sait que c'est Shem Shammai, là, la marloquette, elle vaut le coup. Bedrat Hashem, qu'on ait le mérite de faire toujours, quand il y a besoin des marloktot, les Shem Shammai, marloquette Hillel et Shammai. Et cette marloquette-là, elle se maintiendra parce que la finalité de la marloquette, à savoir l'envie et l'ambition d'accéder au Retzon Hashem, ça se maintiendra toujours. Voilà, Be'atzlacha, Shabbat Shalom, et à bientôt.